Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On entend tous ce mythe hyper tenace, cette idée absolue selon laquelle, si on a la chance d'être doté d'une intelligence extrême, eh bien c'est le ticket gagnant. La garantie d'une vie heureuse, blindée, avec le succès assuré. On a naturellement tendance à penser que pour un génie, tout coule de source, pas vrai? Sauf que notre décryptage d'aujourd'hui va complètement déconstruire cette idée reçue. On va découvrir ensemble une réalité bien plus complexe et honnêtement fascinante. Pour ça, on s'appuie sur le formidable travail de la psychologue clinicienne Jen Sidio-Fachin à travers son livre, au titre plutôt percutant, Trop intelligent pour être heureux. C'est vraiment l'ancrage de notre analyse. Elle met le doigt sur un paradoxe frappant, celui du génie malheureux. Ses recherches cliniques le démontrent sans appel, l'hyperintelligence, ce n'est pas du tout un passe-droit vers le triomphe social, bien au contraire, c'est souvent un fardeau psychologique assez lourd, ça s'accompagne d'une vulnérabilité et d'une sensibilité à fleur de peau qui imprègne toute la personnalité. Et ce fardeau, il génère un doute vraiment profond. Regardez cette citation poignante issue du livre « Suis-je donc fou ?» C'est une question qui revient sans arrêt. Imaginez un peu la situation. Ressentir un décalage permanent avec le reste du monde, c'est d'une fatigue indescriptible. Quand on perçoit tout avec une intensité folle, quand on réagit différemment aux choses les plus banales du quotidien, le sentiment d'isolement devient vite vertigineux. On finit inévitablement par se dire que si la Terre entière fonctionne d'une certaine façon et qu'on n'y arrive pas, alors le problème c'est nous. C'est une remise en question douloureuse, extrêmement solitaire, de sa propre santé mentale face à ce qui n'est finalement qu'un profil cognitif atypique. Et là, on touche du doigt une énorme confusion. D'un côté, il y a l'attente de la société, ce qu'on pourrait appeler le brillant bosseur. C'est l'étudiant modèle, celui qui possède une intelligence adaptative. Son intelligence est quantitativement supérieure, mais elle fonctionne exactement comme la norme. Il s'adapte aux exigences, il réussit avec brio. Et de l'autre côté, on a la réalité clinique, l'esprit vulnérable. Ici, l'intelligence est qualitativement différente. C'est littéralement un chaos à l'intérieur. Une haute intelligence ne signifie pas du tout qu'elle est adaptative. Le brillant bosseur surfe sur le système à son avantage, alors que l'esprit vulnérable rame souvent pour simplement comprendre ce même système sans se laisser engloutir émotionnellement. Pour ne rien arranger, il y a la question des mots que l'on emploie. Surdoué, précoce ou haut potentiel. Le gros souci avec ces étiquettes, c'est le bagage monumental qu'elles trimballent. Ça sous-entend une sorte de don céleste, une supériorité évidente, un privilège immérité qui devrait forcément mener tout droit au sommet. Mais quand la réalité d'une personne se résume aux doutes, aux échecs scolaires ou sociaux et une vraie souffrance, ces mots deviennent carrément toxiques. Ils nourrissent une culpabilité écrasante et un syndrome de l'imposteur persistant. Comment oser s'affirmer au potentiel quand on a juste l'impression de n'être qu'un grand bazar ambulant? Du coup, pour fuir un peu ce fardeau sémantique, l'auteur propose une métaphore super intéressante, le zèbre. Pourquoi le zèbre? Parce que c'est le seul équidé qu'on n'a jamais vraiment pu domestiquer. Il vit dans la savane, il a besoin de son troupeau pour survivre, il s'y fond d'ailleurs souvent très bien, mais ses rayures sont uniques, comme nos empreintes digitales. Elles sont inaltérables. Rebaptiser cette réalité de la sorte, ça offre une analogie empreinte de compassion. On ne parle plus de quelqu'un de supérieur ou d'inférieur. On parle d'une créature qui, fondamentalement, neurologiquement, est juste câblée différemment du reste de la troupe. Ce qui nous amène à la première grande partie de notre analyse. Un cerveau câblé différemment. Parce que oui, l'imagerie cérébrale d'aujourd'hui le prouve sans ambiguïté. Le matériel de ce cerveau, le hardware, ne fonctionne pas pareil. Jetons un œil à la pensée linéaire, dominée par le cerveau gauche. C'est l'ordre, le traitement séquentiel. Étape par étape, A amène logiquement à B, qui amène gentiment à C. C'est carré, structuré, rassurant. À l'opposé, on trouve la pensée arborescente, du côté du cerveau droit. Dès qu'une idée entre dans le système, le réseau associatif s'enflamme et part dans absolument toutes les directions. Une simple idée en déclenche instantanément 25 autres, tout en même temps. C'est un jalissement incroyable, créatif au possible, mais qui, on s'en doute, peut très vite devenir complètement chaotique à organiser. Surtout que tout ce foisonnement va à une vitesse stupéfiante. Tenez, voici un chiffre de la biologie qui en dit long. 0,05 mètres par seconde. Les recherches montrent que la transmission de l'information dans ces neurones est plus rapide de cette valeur pour chaque point de QI supplémentaire au-dessus de la moyenne. C'est colossal. Le résultat direct, c'est une hyperactivation en continu. Le moteur tourne à plein régime, non-stop. D'ailleurs, beaucoup supplient presque pour trouver le bouton pause de leur propre cerveau, histoire d'avoir un moment de répit. Mais physiologiquement parlant, c'est juste impossible. Et à cette vitesse hallucinante vient s'ajouter un autre petit bug du système, le déficit de l'inhibition latente. Pour un cerveau dit standard, l'inhibition latente, c'est le filtre automatique. Le bruit du frigo, au bout d'une minute, le cerveau l'efface, point barre. C'est jugé inutile.
Mais sans ce petit logiciel de tri automatique en arrière-plan, chaque détail, chaque petit bruit, la moindre variation de lumière, tout doit être traité consciemment et manuellement par le cerveau. La quantité astronomique de données à ingurgiter et à trier à la seconde provoque un profond épuisement cognitif. On comprend vite que cette mécanique atypique crée des défis énormes dans la vie de tous les jours. Avoir un cerveau droit dominant, ça favorise une intelligence extrêmement intuitive. La réponse à un problème complexe, par exemple, apparaît d'un coup, comme une évidence fulgurante. Le hic, les étapes pour y arriver se sont faites en souterrain, sous le seuil de la conscience. C'est donc mission impossible d'expliquer un raisonnement quand on n'en connaît pas soi-même le cheminement. En plus de ça, ce cerveau a tendance à penser en images. Essayer de faire passer un feu d'artifice visuel en 3D à travers ce tout petit goulot d'étranglement linéaire qu'est la parole, ça demande une énergie folle. Résultat des courses, les mots s'en mêlent, on bafouille, ou pire, on perd totalement le fil de ce qu'on voulait dire. Passons à présent à la deuxième partie, le déluge émotionnel. Et c'est là qu'on s'attaque au logiciel. Ce bouillonnement perpétuel des connexions, il déclenche une vulnérabilité cataclysmique, où la pensée et l'émotion sont totalement indissociables. Le grand coupable, l'hyperesthésie, ou l'exacerbation physique absolue de nos 5 sens. Imaginez un peu devoir traiter en même temps des contrastes visuels minuscules, décortiquer 3 conversations distinctes dans un café, capter toutes les odeurs chimiques ambiantes, le tout pendant que l'étiquette d'un pull en laine vous donne l'impression d'être du papier de verre sur la peau. Le volume brut d'informations que le zèbre absorbe et traite à chaque seconde est juste faramineux. Et comme si le tableau n'était pas assez riche, on observe très fréquemment un autre phénomène, la synesthésie. En fait, l'excès de substances blanches dans ce type de cerveau favorise des connexions rebelles et transversales. Du coup, les sens ont tendance à se croiser sans prévenir. Par exemple, lire un texte noir et blanc pourrait s'afficher en 1000 couleurs dans l'esprit, ou bien entendre une certaine mélodie pourrait littéralement déposer un goût sucré sur la langue. C'est une richesse sensorielle absolument fantastique, on est d'accord? Mais ça vient inévitablement aggraver la sursaturation et décupler l'intensité des réactions émotionnelles. Tout ça nous amène au cœur d'une véritable bataille neurologique, l'amygdale contre le cortex préfrontal. L'amygdale, qui est profondément enfouie dans notre cerveau émotionnel archaïque, c'est un peu la sentinelle du corps. Elle capte toutes ces stimulations intenses et, fatalement, elle surréagit, elle s'affole. Et face à ce tsunami d'informations brutes, la tour de contrôle logique et rationnelle, le cortex préfrontal, se retrouve complètement, totalement dépassée. Que se passe-t-il alors? Elle disjoncte, elle se met sur off. Et l'émotion prend les commandes de manière totale et exclusive, balayant toute rationalité en une fraction de seconde. Prenons vraiment une seconde pour laisser cette réalité résonner. Je pense d'abord avec mon cœur. On parle ici d'une empathie tellement extrême qu'elle n'est plus de l'ordre du choix. Il ne s'agit pas juste de ressentir de la sympathie, il s'agit d'absorber physiquement l'émotion de l'autre, comme une éponge géante. Le seuil de réactivité émotionnelle est tellement bas qu'une remarque qui semble anodine, ou même un simple regard furtif, peut déclencher une tempête intérieure absolument dévastatrice, bien que souvent invisible de l'extérieur. Et c'est exactement de là que découle cette tragédie silencieuse du quotidien, le cycle infernal de la rupture de communication. On a d'un côté un esprit d'une lucidité vertigineuse, hyper analytique, qui réclame une précision sémantique absolue. Si un mot n'est pas utilisé avec une exactitude chirurgicale, le sens implicite de la phrase échappe. L'esprit prend les choses au pied de la lettre, la fameuse pensée arborescente fait un bond inattendu, et paf, la personne répond de manière perçue comme totalement hors sujet. Du coup, l'entourage y voit de l'insolence ou un manque total d'attention, l'incompréhension s'installe, les petits conflits s'accumulent, et, d'épuisement, le zèbre finit par se fermer et fuir toute confrontation pour sombrer dans l'isolement social. Et c'est précisément ici que se trouve le point de bascule de notre décryptage d'aujourd'hui. Il faut opérer un vrai changement de paradigme. Avoir une intelligence hors norme, ce n'est pas un don d'élite magique, ce n'est pas un super pouvoir qui garantit une vie paisible. C'est simplement un système d'exploitation différent. Un système hyper complexe, d'une incroyable richesse, c'est vrai, mais qui est aussi très lourd, écrasant et douloureusement sensible. Reconnaître cette différence neurologique pour ce qu'elle est, c'est l'étape numéro 1, indispensable pour arrêter de traiter comme une pathologie ce qui sort simplement de notre norme habituelle. Ce qui nous laisse avec cette réflexion finale, et pas des moindres. Comment notre société, qui adore valoriser le moule et récompenser la conformité bien confortable, peut-elle apprendre à faire de la place à des esprits taillés pour une telle profondeur? Si on arrêtait, une bonne fois pour toutes, d'exiger d'eux qu'ils agissent comme tout le monde, quelle richesse créative et humaine pourrions-nous enfin voir éclore?